question. Alors, pour ce jour, comme vous savez, nous avons la chance et le privilège d'accueillir Michel Aguieta, grande figure de l'économie en France, qui a été cofondateur de l'école de la régulation, dont les spécialités ont été d'abord sur la question de la monnaie, puis ensuite sur l'analyse de la finance internationale. Très tôt aussi des travaux sur l'analyse de la globalisation, c'est-à-dire vous avez été assez précurseur sur ce volet. Et puis depuis quelques années, toute une série de travaux sur la question de l'Europe, pour ne citer que quelques-uns de ces ouvrages. Un ouvrage sur la zone euro, éclatement aux fédérations en 2012, un autre l'année suivante sur un New Deal pour l'Europe, l'année suivante Europe, sortir de la crise et inventer l'avenir, c'est celui qui va sortir la semaine prochaine en Angleterre. Reform for Europe, je crois, quelque chose comme ça, dont l'originalité c'est que l'éditeur Verso a anglicisé, c'est devenu Michael Aguieta, et puis Michel. Et puis, plus récemment, avec Nicolas Leron, qui est chercheur associé au Centre d'études européennes à Sciences Po, la double démocratie, une Europe politique pour la croissance, où une partie des éléments qu'on va voir ce soir se retrouvent, c'est-à-dire évidemment une lecture des mutations nécessaires à l'Europe pour y assumer une croissance durable et un développement durable, et notamment y assurer la possibilité d'investissement à long terme. Et donc, je vous remercie vivement d'avoir accepté cette invitation et de venir nous présenter ce propos dense, parce que moi j'ai eu le PowerPoint, donc je peux vous dire que ça va être assez dense. Comme d'habitude, on vous laisse à peu près 50 minutes, mais s'il vous faut plus, vous les prenez, et puis derrière on ouvre la discussion ensemble. Mille merci à vous. Je n'ai pas dit, je dois excuser Jean-Marc Ferry qui est retenu pour des raisons familiales à Paris auprès de sa maman qui va très mal, et donc je voulais l'excuser. Merci Michel Aguieta. Prends ça ou ça? Là on pareil. Ouais. Enfin non, mais si c'est plus compliqué. Prendre ça ira bien. Ça c'est pour l'enregistrement, j'imagine. Parce que sinon, l'habitude d'enseigner depuis je sais pas tant d'années que je pouvais me faire entendre par tout le monde sans le micro. Mais en effet, l'enregistrement. Alors, ouais, le titre, il dit pas beaucoup. Il dit la réforme européenne en devenir. Mais on a essayé de définir ce qu'il fallait faire aujourd'hui. Donc, ce que je voudrais faire, c'est trois parties. Une partie que j'appelle le temps des ruptures. Il faut penser que les problèmes de l'Europe ne sont pas sui generis. Ils sont intégrés dans les grandes difficultés que rencontre l'économie mondiale. Nous vivons à une époque de transformation, au début de transformation, disons, d'essayer de percer ce qui est en train de se faire, qui est la fin d'un monde, qui est la fin du monde de ce qu'on va appeler le capitalisme financiarisé, qui lui a pris son essor au début des années 80 et qui s'est écrasé sur la crise de 2008, qui est une crise endogène justement de la finance, mais qui a des effets qui se poursuivent, c'est-à-dire les transformations d'un régime de croissance à un autre sont toujours des transformations qui peuvent prendre quelques décennies. Donc ça sera la première partie. La deuxième, c'est compte tenu disons, l'évolution qui s'est produite dans les 2 décennies cruciales pour l'Europe, c'est-à-dire pour l'avancée de l'Europe au-delà de ce qu'on a appelé le processus fonctionnaliste, linéaire, ou encore appelé, si vous voulez, la méthode des petits pas, la démarche communautaire, qui nous a menés aux années 70. Les années 80-90 prétendent faire un saut très important en intégrant la finance et en créant une monnaie. Et ce que je vais montrer, c'est les énormes difficultés que ça a entraîné. Et que ces difficultés vont se trouver dans les problèmes qui se repassent à partir de la création de l'euro, c'est-à-dire à partir de 1999. En particulier, la polarisation en Europe, entre ce qu'on a appelé les pays du Nord et les pays du Sud, mais fondamentalement le bloc germanique, on pourrait dire, et puis les pays méditerranéens, la France étant un peu au milieu. Eh bien, je parle la zone euro, je vais travailler sur zone euro.
cette polarisation, elle a évidemment des relations avec les énormes problèmes de l'économie mondiale, se réfléchissant sur l'Europe et faisant rencontrer des difficultés beaucoup plus importantes en Europe que dans le pays qui a créé la crise financière, c'est-à-dire les États-Unis, par l'incapacité de pouvoir y réagir politiquement. Ça, c'est la deuxième partie. Et donc la troisième partie sera qu'est-ce qui peut être fait aujourd'hui pour une démarche de long terme de, disons, faire avancer l'Europe en évitant la double, si vous voulez, le double obstacle, hein, la double ornière, on pourrait dire, du retour nationaliste, hein, populisme, nationalisme, et l'autre, c'est-à-dire le saut fédéral, qui est une illusion, en tout cas par rapport à un futur que l'on peut imaginer. Il peut y avoir, dans un futur lointain, un passage au fédéralisme, mais si on prend le fédéralisme comme la solution qu'il nous faut aujourd'hui, on est sûr de se planter. Donc qu'est-ce que c'est que cette, disons, cette réalisation intermédiaire qui doit se faire pour en tout cas démarrer à traité constant? Si on cherche aujourd'hui, dans les conditions actuelles, à dire il faut d'abord changer le traité, on est sûr de reculer plutôt que d'avancer. Donc voilà, et la double démocratie, ça a été un peu d'essayer de trouver cette voie. Je ne vais pas la prendre sous l'angle que, disons, juridique, politique qu'on a appris dans le livre avec Nicolas Leron, mais sous l'angle plutôt du lien entre l'avancée de l'Europe et l'avancée sur un nouveau régime de croissance. Et ce nouveau régime de croissance, il est une transformation à la fois sociale et environnementale, et il dépend par conséquent d'une écologie politique. Il faut donc pouvoir fonder une écologie politique pour transformer l'Europe et faire que l'Europe respecte son engagement, qui est l'accord de Paris, qui est la portée. Si on porte l'accord de Paris, on le porte pour des décennies. Donc il y a, si vous voulez, une transformation. Il faut s'appuyer là-dessus pour pouvoir aller plus loin dans l'intégration européenne. Voilà l'idée. Alors la première partie, donc, ce temps des ruptures. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il se passe des choses dans les années 1980 qui sont des choses très très importantes. Si vous voulez, si on considère la France notamment, en l'après-guerre, c'est une époque de progrès social. C'est une époque dans laquelle le nouveau régime de croissance, que j'appelle maintenant régime contractuel, qu'on a appelé Fordisme, que dans ma thèse sur la régulation, j'avais appelé Fordisme, mais contractuel, ça veut dire que ce qui réglait véritablement la progrès social était avant tout la capacité collective de négocier la répartition des revenus. C'est-à-dire le rôle de la négociation collective et donc le rôle des syndicats, des partenaires sociaux dans la détermination des salaires et des profits était crucial. Et il y avait évidemment l'autre volet qui était le volet proprement public, c'est-à-dire le développement d'un système de sécurité sociale. Mais les années 1904, alors là, ceci rentre en crise dans les années 1970, je pense que vous devez savoir ça. Si vous avez fait un peu d'histoire économique, il y a une inflation considérable qui dérègle ce régime de croissance. Mondialement, c'est toujours pareil. Hein. Enfin, mondialement, à l'époque, c'est les pays avancés, hein, qu'on appelle maintenant les pays avancés. Mais ce processus inflationniste, si vous voulez, va entraîner, pour le résoudre notamment, par le rôle de la Banque centrale des États-Unis, mais aussi par le rôle du changement idéologique sur l'économie, sur la perception de l'économie, c'est-à-dire contre le keynésianisme qui a dirigé en quelque sorte la croissance d'après-guerre, il y a l'arrivée d'une nouvelle idéologie, mais qui a l'avantage, pour réussir, d'être portée politiquement par deux changements politiques simultanés quasiment et énormes, aux États-Unis avec Reagan et au Royaume-Uni avec Thatcher, et qui constitue une idéologie politique qu'on appelle le néolibéralisme. Eh bien, les caractéristiques du néolibéralisme ont été d'empêcher que la méthode standard qu'on avait utilisée
avec ça a commencé avec la CECA, enfin, c'est-à-dire en 1950, avec directement la suite du plan Marshall, hein. Puis ça se poursuit évidemment avec le traité de marché commun de 1958, et toutes les années 60, c'est ce néo-fonctionnalisme, c'est-à-dire on intègre les secteurs un à un au fur et à mesure où avance en quelque sorte la concurrence, et le droit communautaire se construit en même temps. Vous avez une construction juridique de la concurrence en même temps que vous intégrez différents secteurs industriels progressivement. Alors, ça, apparaissait une méthode qui pouvait continuer indéfiniment d'après, si vous voulez, le point de vue qu'avaient, en quelque sorte, ceux qui avaient, si vous voulez, conduit cette opération, à la fois au niveau européen et dans les pays, au niveau des gouvernements des pays membres, hein. Et pourquoi ceci s'est effondré? Cette méthode s'est paralysée et n'a pas pourvu aller beaucoup plus loin. Eh bien, l'opposition est très forte. Le néolibéralisme, c'est une doctrine, disons, anglo-saxonne, que la France est amenée à prendre, je vais vous dire comment et pourquoi, mais qui a comme caractéristique de considérer que l'État est l'ennemi. L'État est l'obstacle au développement économique, et c'est la finance qui doit prendre le dessus, et une finance totalement libéralisée. Et donc, il y a une réduction du rôle de l'État à ses fonctions régaliennes, c'est au moins l'objectif, hein. Et il se trouve que, pour des raisons que nous avons, que nous voyons en France, au même moment, qu'est-ce qui se passe en France? Début des années 80, Mitterrand à l'Élysée, mais avec un programme qui est totalement opposé à cet néolibéralisme, un programme de nationalisation, un programme de nationalisation à la fois dans la finance et dans l'industrie, hein, et l'idée de faire avancer une économie de pôle de compétitivité. Hein. Le projet étant porté par le ministre de l'Industrie de l'époque, Chevènement. Et de l'autre côté, vous avez le Trésor, qui a toujours été extrêmement, si vous voulez, hostile en fait, hein, et en tout cas en doutant de la possibilité et même l'intérêt de poursuivre la voie de la planification française. Chevènement, c'était la poursuite de la planification française en fait, hein, dans le contexte qui était un contexte plus concurrentiel, d'où il fallait muscler la notion de pôle de compétitivité. Mais c'était l'industrie qui était moteur. Le Trésor pensait que non, c'était pas ça, et qu'il fallait se poser le problème de la compétitivité dans un espace de plus en plus libéralisé où se développent les marchés financiers. Et vous avez cette opposition qui va se manifester en France. Comment elle va être réglée, je vais vous le dire tout de suite. De l'autre côté, l'Allemagne est tout à fait autre chose. L'Allemagne a créé pour, si vous voulez, tirer les leçons du nazisme, une toute autre conception du lien entre le politique et l'économie, qu'on a appelé l'ordolibéralisme. L'ordolibéralisme, lui, il dit pas que la finance est l'alpha et l'oméga, au contraire. Hein. L'ordolibéralisme se méfie de la finance, elle pense qu'elle n'est pas efficiente et qu'il faut au contraire la maîtriser. Mais ils veulent éviter tout pouvoir arbitraire, parce qu'ils viennent d'une expérience plutôt désastreuse. Et que même, on peut dire que depuis l'unification allemande, la période bismarckienne avait des avantages, mais enfin c'était un pouvoir extrêmement dirigiste, extrêmement fort. Donc c'est l'idée de construire sur la monnaie ce qui va permettre de réaliser un politique capable de réguler l'économie, mais en même temps, la monnaie est plus haute en quelque sorte que le gouvernement, quoi, si vous voulez, en Allemagne. Hein. Et l'ordolibéralisme s'est fondé là-dessus. Et par conséquent, par la monnaie, on définit un certain nombre de caractéristiques extrêmement fortes, hein, qui vont être celles qui vont, évidemment, que l'Allemagne veut essayer de faire passer en Europe lorsque elle entre dans la difficulté qui est son unification
où il faut savoir est-ce que je reste avec ou pas. Je veux dire, l'unification allemande va poser un problème, évidemment, vis-à-vis de cette construction d'une monnaie européenne qui était déjà lancée dès les années 80, notamment avec l'acte unique, c'est-à-dire avec le fait que la finance. Donc, la finance devenant déterminante dans l'économie, l'existence d'une monnaie. Alors, les néolibéraux vont dire mais c'est un pur couronnement, hein, mais c'est pas très important. Ce qui compte, c'est la finance, puisqu'elle est efficiente, c'est elle qui va tout réguler. L'ordolibéralisme dit pas du tout. C'est au contraire, ou bien, moi je veux bien rentrer dans l'euro, en fait. Hein, on commençait à l'appeler l'euro, cette monnaie commune que l'on voulait former. On était en 1990 là, hein, c'est-à-dire on était en train de savoir si on allait faire l'euro. Dans ce dialogue avec Mitterrand, Kohl dit oui, mais alors c'est l'ordolibéralisme qui s'impose. L'euro doit être comme le Deutschmark. Voilà donc la contradiction forte qui se passe à ce moment-là et qui va se trouver évidemment une tension en Europe extrêmement forte. C'est-à-dire une partie de l'Europe achète le néolibéralisme et l'Allemagne veut imposer l'ordolibéralisme. Donc, et ça, vous avez ça évidemment. Alors les conséquences, mais on le fait dans un capitalisme financiarisé dont voici les effets. Si on l'avait fait dans un capitalisme financiarisé qui continuait à développer l'économie mondiale, il n'y aurait pas eu de problème. Mais regardez ce qui se passe. Vous voyez qu'à partir du début des années 80, la productivité globale des facteurs, c'est-à-dire le facteur vraiment de l'efficacité économique au niveau macro, hein, vous voyez à quel point elle se casse la figure. Hein, et elle continue à se casser la figure jusqu'à maintenant sur une trentaine d'années. Donc le néolibéralisme, enfin disons le capitalisme financiarisé plus exactement, parce que là je suis dans le régime de croissance, n'est pas du tout quelque chose qui permet de continuer à faire progresser la grande montée du bien-être, la grande montée de la progression des revenus des années de l'après-guerre jusqu'aux années 70. Vous avez au contraire, vous voyez, une rupture très nette. Hein. La rupture, elle est évidemment énorme dans la répartition des revenus, et là nous rentrons dans nos problèmes d'aujourd'hui aussi, hein. C'est-à-dire, vous voyez que la progression du revenu réel, hein, je ne suis pas au niveau de la répartition, mais je reprends là le revenu moyen, hein, sur le slide de gauche. Hein. Vous voyez la cassure des années 80 ? Le revenu réel moyen ne progresse plus. Ne progresse plus. Alors, pour ce qui est des États-Unis, c'est fantastique. Hein, c'est à la fin des années 70, vous n'avez absolument plus de progression du revenu réel moyen. Hein, sur une période qui fait bientôt 40 ans. En Europe, vous voyez que on est sur la lancée de la progression. D'autre part, on n'accepte pas le néolibéralisme instantanément, et vous voyez que ça se fait au cours des années 80. Mais à partir des années 90, quand le nouveau régime de croissance financiarisée est en place, la progression des revenus s'arrête partout. L'ensemble des pays avancés ne fait plus progresser le revenu réel moyen. Et au contraire, évidemment, là, je rentre sur le graphique de droite dans la répartition, et vous voyez ce qui se passe. Hein, donc ça, c'est une mesure des inégalités, puisque vous avez la partie des 1% les plus riches. Hein, la partie des 1%. Donc vous voyez ce qui se passe. Le revenu moyen, comme je vous l'ai dit dans les années 60, la régulation était faite pour maintenir le partage salaire-profit. Donc il est assez logique que la part du revenu des plus riches ne progresse pas. Et ensuite, vous voyez l'extraordinaire cassure avec le capitalisme financiarisé et l'énormité de la progression. Alors, sachant, c'est pas pareil sur tous les pays, les États-Unis sont les pires, évidemment, hein, mais vous avez partout une progression des inégalités qui ne fait que se cumuler. Et donc, vous voyez apparaître les problèmes que nous avons aujourd'hui. Hein. Les problèmes du gilet jaune sont là-dedans. Et on peut aller plus loin, c'est-à-dire, hein, comme je vous ai dit, le néolibéralisme, c'est l'État est l'ennemi. Hein, c'est la finance qui doit réguler l'économie. En conséquence, on fait tout pour réduire le rôle de l'État, et quelle est une bonne manière de le réduire ? Réduire l'investissement public. Donc vous voyez l'extraordinaire baisse en zone euro
de la part de l'investissement public dans le PIB depuis le début des années 80. Et là, de ce côté-là, l'Allemagne n'est pas meilleure que les autres, hein, c'est-à-dire toute l'infrastructure de transport en Allemagne est dans un état catastrophique, par exemple. Donc, la baisse de l'investissement public est plus grave peut-être encore, si vous regardez le graphique de droite, il y a des mesures de qualité qui se font avec des spécialistes et des experts qui prennent différentes caractéristiques. En particulier, vous voyez que ce qui s'est passé à Gênes fait baisser encore plus la qualité de l'investissement public italien, hein, avec le nombre de morts qui s'est passé du fait de l'effondrement du pont. Donc, vous voyez, ce qui se passe, c'est quand même des choses extrêmement importantes. Hein. Il ne faut pas croire que ce sont des choses que les économistes racontent simplement, si vous voulez, de manière abstraite. Hein. La baisse de la qualité de l'investissement public se produit partout. Si vous regardez la courbe, si vous regardez le pilier, disons, en violet, et l'autre, au contraire, en jaune clair, vous voyez systématiquement la baisse de l'investissement public en qualité. Bon, donc, alors les autres éléments importants, c'est les caractéristiques totalement opposées du capitalisme financiarisé par rapport à ce qu'il prétend. Hein, il prétend sur le plan théorique de pouvoir développer la concurrence par l'efficience de la finance, aller vers la concurrence parfaite. Ce qui se passe, c'est exactement l'opposé qui s'est passé, il va vers le monopole. Et, alors les GAFA, c'est évidemment l'extrême, mais la concentration du capital s'est développée dans tous les secteurs. La concentration du capital amène évidemment plusieurs choses. L'étouffement de l'innovation. Ce que veulent à tout prix les GAFA, c'est que les startups ne les concurrencent pas. Donc, ils les rachètent extrêmement vite, avant qu'ils aient la possibilité de se développer suffisamment pour devenir des entreprises autonomes, capables elles-mêmes de rentrer en bourse de manière autonome. Vous avez bien entendu, évidemment, les caractéristiques de la concentration du capital, c'est-à-dire des taux de profit très élevés. C'est la contrepartie de ce que vous avez vu dans la répartition des revenus du côté des ménages. Hein. Évidemment, si les revenus des 1% les plus riches sont très hauts, bien entendu, ils sont dans les entreprises, dans les directions des entreprises les plus concentrées. Et donc, vous avez cette caractéristique extrêmement grave, hein, qui bloque en effet le processus de progrès social, pas seulement en Europe, mais partout, hein, c'est-à-dire l'énorme concentration du capital qui aujourd'hui, enfin, les gouvernements commencent à s'en préoccuper. On commence à dire aux États-Unis que les lois antitrust doivent être réactivées. Comment on peut le faire avec les GAFA? C'est pas simple. Enfin, vous voyez que c'est seulement maintenant qu'on le fait, alors que ce processus date des années 80. Donc voilà les conditions dans lesquelles nous vivons. Hein. Alors l'aggravation des inégalités, menace pour la démocratie, là on est vraiment dans l'actualité. Hein. Vous l'avez, si vous voulez, dans le domaine, j'ai vu dans le domaine des salaires, hein, l'éclatement évidemment de la répartition des salaires. Vous le voyez dans la fragmentation du marché du travail, les formes d'emploi sont de plus en plus précaires, de plus en plus hétérogènes, de plus en plus inégales entre les catégories de population. Hein. Bon, ça. L'Angleterre étant le pire, mais nous ne sommes pas mauvais non plus, hein, en France. Hein. Et en Europe. Et donc, la situation dans l'Union européenne, donc je reprends ça si vous voulez, en résumé là, les bas salaires font plus de la moitié des contrats intérimaires, les contrats intérimaires progressent sans arrêt par rapport aux contrats à durée indéterminée, les accords collectifs sont en déclin, hein, on a de plus en plus c'est-à-dire de plus en plus les individus sont obligés de négocier en tant qu'individu contre l'entreprise. Donc évidemment, à partir du moment où on n'a plus de négociation collective, le pouvoir est totalement déséquilibré. Et vous ne pouvez plus réguler une répartition des revenus équitable. Et enfin, et même l'Allemagne, je disais, sont à peu près que c'est pareil. Voilà. Donc, d'où l'idée, un nouveau contrat social est absolument indispensable à une croissance inclusive et soutenable. Donc c'est ça cette idée que il ne s'agit pas de... Il y a des gens qui disent mais il faut revenir aux années 60. Hein. Et non, on ne peut plus revenir aux années 60. Les problèmes qui, comme je viens de vous le montrer, sont ceux qui nous menacent, sont des problèmes d'une nature nouvelle par rapport
à ce à quoi les années 60 répondaient, 50-60 répondaient. Donc, l'idée, l'écologie politique est cruciale. S'il faut trouver un pôle de stratégie capable de nous projeter dans l'avenir, et donc capable de construire un régime de croissance, il ne peut pas se faire au XXIe siècle sans la prise en compte de l'environnement. C'est décisif. Et donc, c'est comme ça qu'il faut essayer d'avancer. Et il faut tenter de construire la progression des institutions européennes par rapport à ce projet, qui est un projet de long terme, et qui permet par conséquent de trouver une voie. Comme disent les Chinois, ce qui compte, c'est de trouver une voie vers le long terme. Et c'est comme ça que disons, la politique peut diriger la société, l'économie dans un sens qui bénéficie à tous. Alors, je vous montre très rapidement, parce que ça va prendre trop de temps sinon, pourquoi l'urgence d'agir. Vous voyez où on en est. Prenez le graphique de gauche. On est sur une trajectoire qui est pour l'instant celle qui est la plus haute. Ça, c'est le point initial. Ça, c'est les projections qu'on fait, que font les spécialistes. Si on poursuit, ils ont une projection jusqu'à quelle année? 2030. Projection jusqu'à 2030 est le point actuel, si vous voulez, actuellement. Donc, là, actuellement, on est sur une trajectoire de 3,5-4 degrés. C'est-à-dire sur une trajectoire destructrice. On ne sait pas ce qui peut se passer pour les petits-enfants que vous aurez. C'est-à-dire les gens qui vivront en 2080-2100, est-ce qu'ils pourront vivre encore? Le progrès, si vous voulez, les intentions de l'accord de Paris sont très très insuffisantes. Elles nous mènent autour de 3 degrés. Vous voyez ce qu'il faut faire pour descendre à 2 degrés, ce qu'il faut faire pour descendre à 1,5 degré, ce que le GIEC indique. Et le problème, n'oubliez pas, est un bien public global. Nous ne devons pas dire nous cherchons à résoudre le problème chez nous. Si nous ne résolvons pas le problème dans les pays en voie de développement qui ont le plus d'investissements à faire et qui n'ont aucun moyen pour le faire, à ce moment-là, de toute façon, le monde sera, si vous voulez, sur une trajectoire destructrice. Donc, le problème, c'est d'avoir une politique qui soit une stratégie qui nous permette de jouer un rôle dirigeant vis-à-vis du monde entier. Là, vous voyez qu'en effet, les émissions, si on regarde ici les émissions graphiques de droite, elles ont à peu près stagné depuis 2010 environ, parce qu'il y a eu la crise notamment, parce que la croissance a été relativement faible ensuite. Mais regardez dans les pays en développement ce qui se passe. Vous avez une explosion des émissions avec l'incapacité de ces pays-là d'y faire face. Donc le problème est un problème de bien public global, dans lequel l'Europe doit pouvoir jouer un rôle dirigeant pour pouvoir, si vous voulez, avancer dans sa résolution. Alors ça donne l'idée d'une stratégie. Là, je vais aller vite, mais vous voyez, pour dire ce qui se passe, il y a 2 types de risques qui sont absolument importants, ceux qu'on appelle les risques physiques, c'est-à-dire les effets des différents dérèglements du climat sur les dommages économiques qui se produisent chaque année. Vous voyez par exemple l'expérience ici, c'est la température. Vous voyez que, je ne sais pas si, oui, vous étiez jeune, mais enfin pour certains d'entre vous, très jeune en 2003, mais j'imagine que vous étiez déjà né. En 2003, vous avez une vague de chaleur extraordinaire qui atteignait des pics énormes et qui ont fait qu'en France, il y a eu 1500 morts au mois de juin-juillet 2003. Eh bien, si on va sur 3 degrés de climat, les simulations qui sont faites, c'est que ça deviendra la température moyenne. À 3 degrés, ça devient la température moyenne. Et donc, les queues de distribution dans certaines régions sont évidemment invivables. L'Afrique pourrait devenir invivable. Et pensez aux migrations que ça entraîne, les effets indirects. Vous voyez un peu le problème. C'est ça, j'essaie de vous dire pourquoi il y a besoin d'une écologie politique. Bon, là, je vais passer rapidement là-dessus. Ça dit la même chose, c'est-à-dire on dérive totalement par rapport à ce qu'il faudrait faire. Alors, le risque de transition, maintenant, est un risque économique et financier considérable. La transition, c'est quoi? C'est comme ça s'est produit dans l'histoire
plusieurs fois, un régime de croissance ne dure pas indéfiniment de manière linéaire. Il n'y a que les économistes néoclassiques qui croient ça. Il atteint des limites qui sont liées à son propre mode de régulation, et il y a toujours des ruptures dans l'histoire qui se produisent. Eh bien, la rupture, un élément important de la rupture, c'est, si on veut aller vers une structure de production bas carbone, comme on dit, c'est qu'est-ce qui va se passer pour la plupart des industries qui existent aujourd'hui. Il va y avoir ce qu'on appelle en anglais les stranded assets, c'est-à-dire un ensemble d'actifs d'entreprise, de capital, etc., qui sont utilisés aujourd'hui ne pourront plus l'être. Alors évidemment, le premier truc, c'est l'énergie, c'est-à-dire le pétrole. On ne brûlera pas, si vraiment on veut que la société humaine survive, on ne brûlera pas le pétrole qui est dans le sous-sol aujourd'hui. Mais le pétrole qui est dans le sous-sol aujourd'hui est valorisé comme s'il allait être brûlé. Ce qui veut dire que les investisseurs financiers qui ont des actions sur les entreprises elles-mêmes, quand elles demandent du crédit, elles le disent, oui, moi les actifs que j'ai une masse de pétrole sous-jacent énorme, alors que tout ça va baisser en valeur de manière radicale. Et donc l'effet de ça sur l'évolution économique va être très dangereux, puisque, vous voyez bien ce qui se passe, une crise financière, c'est une baisse des valeurs d'actifs. Si vous avez une baisse des valeurs d'actifs qui est liée justement à la politique qu'il faut mener pour passer à une économie bas carbone, il faut tenter de la prévoir et changer la finance pour pouvoir la maîtriser. Sinon, vous aurez une panique formidable, bien sûr, surtout si elle est concentrée, de la part des investisseurs qui possèdent ces actions. Alors, regardez d'ailleurs les conséquences que ça fait. Ça, c'est une simulation là-dessus, qui a été faite en Hollande. Qui possède des matières premières fossiles aura 50% de la valeur qu'il a dans ces entreprises-là qui va s'effondrer. 50%. Etc. Donc, vous voyez un peu ce que ça veut dire, le passage d'une transition à une économie bas carbone. Et donc des pertes qui seront considérables et qui seront encore plus importantes dans les pays les plus pauvres que chez nous. C'est ça le problème. Voilà ce que je voulais vous faire comprendre. L'autre élément, enfin, c'est que le climat est intégré totalement à l'ensemble des problèmes écologiques. On ne peut pas le dire, il y a le climat, on va s'occuper du climat, puis après on s'occupera du reste. C'est une naïveté formidable que les économistes peuvent avoir s'ils ne comprennent pas ce que sont les interactions et les synergies qui existent dans le domaine environnemental. Là, vous avez, et donc en réalité, ce sont des plafonds écologiques qu'il ne faut pas dépasser, et pas seulement de la température. Vous voyez qu'on a identifié 9 plafonds à ne pas dépasser, qui sont interactifs les uns sur les autres. Voilà un peu, et donc la question, c'est une question dite de viabilité. Le problème d'une croissance soutenable, ça veut dire un système qui garde une viabilité qui ne doit pas dépasser les plafonds écologique. Et d'un autre côté, comme le dit le GIEC dans son rapport de 2018, et c'est la première fois qu'il le dit aussi nettement, la croissance ne peut pas être soutenable si elle n'est pas inclusive. Donc il faut en même temps que ce qu'on appelle les biens premiers, ce qui est crucial pour qu'on puisse mener un projet de vie qui soit digne, eh bien, soit également respecté. Donc la viabilité, elle est entre les plafonds à ne pas dépasser et au-dessus du plancher des biens premiers qui sont nécessaires à l'ensemble de la population pour éviter la fragmentation sociale. Voilà le problème. Et pour cela, il faut d'énormes investissements. Alors, ces investissements sont forcément très risqués, et plus risqués que les autres, d'où le fait que, évidemment, les marchés n'y vont pas. N'oubliez pas que des marchés de capitaux dans un monde de capitalisme financiarisé s'intéressent essentiellement à maximiser le revenu des actionnaires. Et ils demandent par conséquent un rendement extrêmement élevé pour les actionnaires, d'où ce que vous avez vu tout à l'heure, les inégalités, etc. Et là, c'est exactement le contraire. On veut des investissements qui ont les caractéristiques suivantes. Ils sont très lourds à l'engagement de capital, ce qu'on appelle les upfront costs, c'est-à-dire le coût initial d'engagement d'une transformation du système électrique
de transformer la source énergétique pour aller vers d'une source durable, c'est-à-dire une forme d'énergie soutenable, hein, etc., est très important. Deuxièmement, il y a un double risque, alors que d'habitude, vous n'avez qu'un seul risque. Le risque de l'innovation, c'est quoi? C'est le risque technologique, hein, dans la plupart des industries. L'innovation dévalorise le capital de ceux qui n'arrivent pas à y aller. Ça, c'est Schumpeter. Hein. Mais là, vous avez un risque écologique dont j'ai parlé. Hein. Et vous n'oubliez pas ce qui se passe dans la situation où on est. J'ai dit, le GIEC dit, la fenêtre d'opportunité pour pouvoir arriver à 2 degrés de hausse est en train de se fermer. Il faut agir immédiatement. Donc vous voyez un peu le problème de ces investissements. D'un côté, le risque écologique dit il faut agir tout de suite. De l'autre côté, on ne connaît pas les bonnes technologies qui viendront dans l'avenir. Et donc, un investisseur privé a intérêt d'attendre. D'où l'extrême dilemme. Et seul le politique peut, si vous voulez, le faire sauter. Et donc, c'est ça la notion de tragédie des horizons dont on parle aujourd'hui. Il faut avoir un horizon long pour pouvoir agir tout de suite. La finance ne le fera pas, pour les raisons que je vous ai dit. Elle n'est pas construite pour ça. Elle est construite pour enrichir des actionnaires. En conséquence, seul le politique peut résoudre ce problème de tragédie des horizons. En donnant une orientation, c'est exactement ce qui se fait en Chine actuellement. Hein. Le politique dit aux entreprises, aux collectivités locales, vous devez, et nous allons, disons, regarder ce que vous faites. Hein. Évidemment, le politique en Chine, il a l'horizon long devant lui, il ne regarde que le long terme, et il a l'autorité pour pouvoir dire, allez dans ce sens, et on va évidemment regarder si vous y allez. Ici, on n'a rien. Absolument rien. Le politique aujourd'hui, quand il dit, Macron peut dire, en 2040, il nous faut ça, mais quelle est la trajectoire? Quelle est l'incitation? Quelle est la sanction de ceux qui ne le font pas? Il n'y a rien. En conséquence, il nous faut quelque chose qui, si vous voulez, aille bien au-delà de la manière dont on gère aujourd'hui les choses. Et donc cette notion d'un pacte politique dont l'objectif est de préserver la vie des générations futures, en fait, hein, et que c'est une dimension éthique qui est derrière, fondamentalement. Hein, préserver l'avenir des générations futures. Et donc ne doit pas être l'égoïsme des marchés d'aujourd'hui. Vous voyez que ça suppose une transformation du régime de croissance très très profonde. Et seul le politique peut lancer ça. C'est là qu'on voit que le politique doit, si vous voulez, avoir la main sur l'économie pour pouvoir faire des transformations, si vous voulez, fondamentales de long terme. Troisième partie donc, intégrer l'Europe, comment on va faire dans ces conditions. Donc, vous voyez l'idée, la transition écologique doit être notre direction. Et elle doit se faire pour pouvoir transformer l'Europe. Alors, je vais essayer de vous montrer en quoi, en effet, se diriger, là, pourrait nous aider par rapport à une intégration d'une qualité supérieure et la possibilité que l'Europe puisse exister en tant qu'entité publique, en tant que puissance publique. Je dis que pour évoluer vers la croissance soutenable, il faut 2 initiatives. Hein. Il faut produire des biens communs, dans le monde d'ailleurs. Hein. Je veux dire qu'il va falloir aussi participer aux échelons mondiaux, je vous ai dit, les pays en développement, etc. Mais au moins d'abord les produire en Europe et faire exemple. Donc il faut pour cela un budget, parce que, comme je vous l'ai dit, le secteur privé rencontre des risques d'une nature telle qu'il n'avancera pas tout seul. Il lui faut donc un backstop, il lui faut donc des garanties publiques pour pouvoir faire un effet multiple et que l'épargne privée aille dans ces directions. Et donc c'est cette idée d'un budget européen, je voulais dire, il doit servir essentiellement à de la garantie, aussi à certains investissements publics que le privé ne peut pas faire, mais à aller, par exemple, l'efficacité énergétique, on a besoin de garanties, mais c'est le secteur privé qui doit le faire, hein, pour ce qui est de la rénovation des bâtiments, par exemple. Hein. Mais les gens ne le feront pas s'ils n'ont pas une certaine incitation à ça, financière, etc. Et
Et donc, il faut promouvoir des acteurs financiers capables de faire ça, capables de s'engager dans cette direction, et ce ne sont évidemment pas les banques commerciales, les acteurs de marché. Eux seront entraînés par les autres, mais ce n'est pas eux qui doivent être les vecteurs, si vous voulez, d'une finance nécessaire pour aller dans le sens des projets dont je viens de vous parler. Alors, le budget, ça paraît très important. Vous voyez, un budget, il ne doit pas être un budget pour, si vous voulez, répartir n'importe quoi dans tous les sens, etc. Hein? Il doit être un budget concentré vers le long terme et concentré dans un investissement qui redynamise l'Europe. Budget d'investissement. Ce budget, il est justifié sur le plan théorique par la notion de valeur ajoutée européenne. Je pense que vous avez compris que la nature du problème, à la fois climatique et ce que j'ai appelé les limites planétaires, ce sont des externalités, ce sont des choses que, évidemment, le marché ne peut pas pricer correctement. Mais si ce sont des externalités, ça veut dire que, bien entendu, ce type d'investissement implique de la coopération. Et donc, dans la mesure où le problème est évidemment européen, puisqu'il est mondial, ce problème environnemental, l'idée de valeur ajoutée européenne, c'est de sélectionner, et c'est ça la politique, la stratégie industrielle qu'il faut, pour ce qui est de l'Europe, et faire avancer l'Europe. Sélectionner des projets d'investissement qui vont donner une valeur ajoutée, donc dans leur traduction monétaire, hein, une valeur ajoutée supérieure, si on les fait au niveau européen, par coopération, à ce qu'on obtiendrait si chaque pays voulait les faire séparément. Hein? Donc, c'est le plus de l'Europe, le plus de l'intégration. Et justement, c'est ce qu'on cherche, hein, de l'intégration. Alors, donc, la notion de valeur ajoutée européenne est un concept puissant. Il faut le traduire politiquement. Pour cela, alors là, je vous donne un certain nombre d'éléments, disons, beaucoup de choses qui expriment cette valeur ajoutée européenne. Énormément d'investissements dans ce sens. Allons plus vite parce que il nous faut, on a le temps encore, hein, je crois, un quart d'heure. Voilà. Il lui faut des ressources propres, ce budget. Voilà. Aujourd'hui, comment fonctionne le budget de l'Europe? Comme un jeu à somme nulle. Vous avez des pays qui contribuent de manière nette, des pays qui reçoivent de manière nette. Mais il n'y a pas de valeur ajoutée européenne. Du tout. Et donc, vous avez des pays qui, évidemment, si vous voulez, s'empoignent les uns les autres. Et donc, le résultat, c'est un budget de très petite taille. Hein. Quand vous n'avez pas, justement, un intérêt commun qui apparaît clairement comme sur un plan, si vous voulez, scientifique, hein, valeur ajoutée européenne, et économique, par conséquent. Eh bien, vous allez avoir un budget où on se bat pour certains en veulent plus, d'autres en veulent moins, etc. Et finalement, il ne bouge pas. Hein. Il reste à 1% du PIB, c'est-à-dire un budget d'une taille très insuffisante pour aller dans le sens qu'on veut. Et donc, avec Nicolas, qui est là-haut, nous avons essayé de regarder un peu. On n'a pas fait de chiffrage très précis, mais la commission en a fait. Mais on était tombé sur, si vous voulez, des chiffres qui sont à peu près de même ordre. Un budget si c'est un budget d'investissement, encore une fois, bien focalisé sur ce qu'il doit faire, un budget de 3 à 3,5% du PIB peut suffire. Et ce n'est pas la même chose que le budget d'un État fédéral, qui implique 20% du PIB. Hein, si on prend les États-Unis. Même la Suisse, où il y en a, il est moins si vous voulez, important, vous avez au moins 15% du PIB. Donc ça n'a rien à voir. Encore une fois, je le dis, on n'est pas dans un État fédéral. Hein. Mais c'est un budget qui, s'il passe à 3% du PIB, et si le budget est totalement lié à la stratégie qu'on veut mener, à ce moment-là, il peut jouer un rôle tout à fait décisif. Et d'où l'idée de ressources qui appartiendraient à l'Europe, donc donnant au Parlement un rôle, si vous voulez, de direction dans ce processus. Et ça serait très intéressant. On va voter pour l'Europe. Jusqu'ici, on a voté à chaque élection européenne, chacun de son côté, et l'Europe, les gens s'en fichent pour l'essentiel, quoi. Hein. Ils expriment l'état de leurs revendications et de leurs aigreurs ou de ce qu'ils pensent de bien par rapport à leur pays. Ils ne votent pas pour un budget européen. Pour cela, il faut que les gens
comprennent à quoi il va servir et le bien-être supplémentaire que ça va leur donner. C'est ça la valeur ajoutée. Donc évidemment qu'il y a une démarche politique forte à faire et le rôle des politiques est considérable, quoi. Mais en tout cas c'est ça, il faut des ressources propres. Les ressources propres sont liées au progrès de l'intégration. Et quelles sont les ressources propres qui existent aujourd'hui en Europe? C'est-à-dire des ressources qui sont au budget européen et que les gouvernements ne peuvent pas reprendre. Car ce n'est pas des subventions qu'ils donnent. Ce sont les droits de douane. Pourquoi? Parce qu'on a en effet fait une intégration sur le commerce, et par conséquent les droits de douane appartiennent à l'Europe et pas au gouvernement. Si on veut faire avancer l'intégration en changeant le régime de croissance, on doit évidemment créer des ressources propres par rapport à cette volonté d'intégration, vous comprenez? C'est-à-dire que si vous voulez véritablement, si vous pensez qu'il y a besoin d'une valorisation du carbone pour qu'on puisse avancer, évidemment, dans des investissements bas carbone, il va falloir lever une taxe. Cette taxe doit appartenir à l'Europe. Si on pense que la valeur ajoutée européenne existe sur ce type de politique. Exactement. Si on veut avoir enfin un réseau de distribution d'électricité efficace, en construisant les smart grids, et en même temps, ça fait de l'intelligence artificielle qui est nécessaire pour construire ce type de réseau. Donc ça fait de l'innovation dans des domaines qui sont les domaines de pointe à venir. Eh bien, il faut qu'il y ait une taxe sur la consommation d'électricité qui soit européenne et pas nationale. Voyez comment on peut mettre ensemble ce qui est requis pour, en effet, intégrer l'Europe sérieusement. Voilà ce que je voulais dire. Alors, il y avait peut-être d'autres possibles, etc. Alors, il nous faut donc une stratégie commune en fonction de la notion de valeur ajoutée européenne. Pour cela, il faut la soutenir par un budget. Ce budget a besoin de ressources propres pour pouvoir exprimer cette stratégie commune de valeur ajoutée. Et maintenant, il faut une finance. Car, encore une fois, cela implique de lourds investissements, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des investissements risqués. Par conséquent, il faut une finance adaptée. C'est certainement pas la finance de marché qui peut le faire, puisque de toute façon, les prix sont essentiellement souvent des prix qu'il faut construire par débat, et pas des prix politiques, si vous voulez, puisqu'il n'y a pas de marché. Hein. Pas de marché, c'est des externalités, etc. Donc le marché ne fera pas. Hein. Il faut donc que ça soit des prix. La notion de prix, ce n'est pas seulement les prix de marché. La notion de prix, c'est un accord à ce que l'on pense qu'il faut payer pour obtenir un avantage collectif. C'est ça le prix, fondamentalement. Hein. Et donc ça dépasse très largement la notion de marché. Eh bien, ce qu'il faut, il faut pouvoir financer. Il faut donc pouvoir des acteurs économiques qui sont des acteurs financiers. Les investissements doivent être financés. Il faut donc forcément des acteurs financiers. Il faut des acteurs financiers qui aient une conception de long terme, puisque tous ces investissements, on a vu, sont de long terme, qui soient capables de prendre des risques, parce qu'ils sont soutenus, si vous voulez. Leur passif n'est pas un passif extrêmement instable, qui peut devenir illiquide, parce qu'il a besoin de liquidité, etc. Un passif qui tient dans le long terme. Mais si on a un passif qui tient dans le long terme, ça veut dire qu'à l'actif, pour pouvoir remplir l'obligation fiduciaire qui est liée à ce passif, pensez, fonds de pension, finance des retraites sur 25 ans. Eh bien, il lui faut comprendre le rendement de l'autre côté de son actif, il doit l'avoir sur 25 ans pour pouvoir effectivement payer les retraites aux retraités qui vont venir. Donc, forcément, il doit avoir une vision de long terme parce que son passif est là-dessus. Et à ce moment-là, il se pose la question suivante. Mon rendement financier va dépendre du rendement social, du type de croissance qui va se développer. Donc, je dois m'occuper. Je pense qu'en effet, il n'y aura de bon rendement dans le futur que par une transformation du système de production vers une économie bas carbone, je vais soutenir cela. Quels sont les acteurs qui sont faits pour ça? Eh bien, ceux que je indique ici, les banques publiques de développement, donc qui ont vraiment le rôle de financer le collectif, hein,
Donc aujourd'hui, dans le plan Juncker, il n'y a que la BEI qui est dedans, mais c'est très insuffisant. Il faut mettre en réseau toutes les banques publiques de développement de l'Europe, les faire rentrer dans le fonds stratégique qui oriente l'investissement vers, qui oriente les financements vers les investissements à faire, et fabriquer à ce moment-là une espèce d'acteur financier collectif, vous voyez, par rapport au problème que nous avons. Et donc ça, c'est le premier niveau. Et le deuxième niveau, c'est ce qu'on appelle des investisseurs responsables privés, qui sont justement les investisseurs institutionnels qui, par leur contrat de retraite, que ce soit des fonds de pension ou que ce soit des compagnies d'assurance avec de l'assurance vie longue, ou des fonds vous pouvez avoir des étrangers aussi qui viennent, c'est-à-dire ce qu'on appelle des fonds souverains, des fonds disons qui sont complètement publics, dépendants des États, et essentiellement très importants dans les pays émergents. Donc en tout cas, il faut ces investisseurs responsables. Et alors, être responsable, c'est quoi? C'est évidemment pouvoir financer les investissements. Mais c'est aussi faire pression sur les entreprises pour qu'elles y aillent. Et par conséquent, puisque ce sont des actionnaires, ceux-là, d'entreprises. Donc, ce sont des actionnaires qui cherchent autre chose que ce qu'on appelle la valeur actionnariale, c'est-à-dire le maximum de dividendes le plus rapidement possible. D'autres actionnaires, ces gros investisseurs, doivent faire pression sur les entreprises, c'est-à-dire qu'ils doivent obliger les entreprises à respecter ce qu'on appelle les critères ESG, environnementaux, sociaux et d'une bonne gouvernance. Voilà, si on modifie le régime de croissance dans ce sens, on crée véritablement le nouveau régime à partir desquels l'Europe peut progresser dans son intégration. Voilà, ça c'est l'essentiel. Je termine là-dessus maintenant avec les deux derniers slides, quoi. Donc, quels sont les types d'investissements? Alors, ensuite, c'est une question de technique financière. Il peut y avoir beaucoup de choses, donc des garanties par le budget pour pouvoir évidemment créer les types de contrats financiers qui vont avec. Ce que j'ai dit, l'importance des garanties par rapport à ces investissements lourds et risqués. Des partenariats publics-privés peuvent être importants dans différents types d'investissements. Donc ces investisseurs institutionnels doivent impliquer les entreprises en mettant des critères ESG comme des critères financiers, alors qu'ils ne sont pas comptés jusqu'ici dans les critères financiers. Éventuellement des exemptions fiscales et des subventions de recherche pour certains types d'investissements à faire, c'est à voir. Et surtout, il faut former les gens pour ça. Parce qu'il faut une expertise, il faut calculer quelle est la quantité de carbone qui a été effectivement abattue. C'est à la fois un bien réel, mais c'est un bien qui n'est pas visible. En conséquence, seule une expertise nécessaire, donc une industrie de l'expertise, capable d'évaluer est-ce que les investissements ont véritablement, s'ils veulent un rendement social, ces investissements, il faut le voir avec la quantité de carbone abattue. Et donc, ceci suppose, si vous voulez, des évaluateurs indépendants capables de rentrer dans les relations qui sont nécessaires pour développer ce type de choses. Voilà, reporting des risques, etc. Je termine là-dessus, c'est l'Union européenne, la zone euro. Théoriquement, c'est l'ensemble de l'Union, j'ai parlé du budget européen qui doit faire ça. Quel avantage ça donne à la zone euro? D'abord, la zone euro fait maintenant, si on considère que l'Angleterre ne reviendra pas, elle fait 80-85% de l'ensemble, je vais dire déjà. Mais on a intérêt à faire que des pays qui pour l'instant sont extérieurs et qui peuvent être hostiles ou disons pas contents de ça, d'y rentrer ensuite. Il faut avoir cette idée qu'un processus d'intégration amènera des pays qui aujourd'hui ne veulent pas y être. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceci implique évidemment quelque chose dans lequel la zone euro va être quand même le moteur initial. En quoi est-ce que ça résout les problèmes de la zone euro par rapport à cette polarisation nord-sud, etc. Évidemment, s'il y a une valeur ajoutée européenne, ça réduit la polarisation, puisque par nature, la valeur ajoutée européenne est favorable à tous.
Donc, plus on avancera dans ce type-là, de croissance, plus on réduira évidemment l'hétérogénéité qui bloque la zone euro. Deuxièmement, ça doit monter la croissance potentielle. C'est-à-dire la croissance qui pourrait repartir dans la durée. Et si vous augmentez la croissance potentielle, vous réduisez les risques de récession dans les situations par rapport au cycle conjoncturel, qui se branche toujours sur la tendance. Si vous réduisez les risques de récession, vous réduisez le risque de situation dans lequel des pays plongent, comme l'Espagne a plongé, puis, la Grèce, c'était spécial, je veux dire, ils ont plongé, mais pour des raisons qui étaient en grande partie des raisons, si vous voulez, de fraude. Mais l'Italie, le Portugal, etc., sont des pays qui ont plongé à une époque, à partir de 2010. Supposez que la croissance était très basse en Europe. Donc, ils sont plongés en négatif. Et là, à ce moment-là, vous êtes dans une situation très difficile, quand vous tombez en vraie récession. Si, au contraire, la croissance potentielle est soulevée par le processus d'investissement de long terme, les ajustements conjoncturels seront plus faciles. Et vous risquez moins de tomber dans des pays qui sont incapables de répondre à la difficulté conjoncturelle qui ont créé ces problèmes politiques fondamentaux. Et donc, vous voyez donc l'intérêt de la chose, c'est-à-dire qu'un processus de retour de la croissance dans le cadre d'une politique environnementale va permettre de mieux maîtriser les difficultés conjoncturelles hétérogènes des pays. Et enfin, le troisième élément, faisons comme les Chinois. Si nous avons des projets, si nous avons véritablement une stratégie, ça veut dire que nos projets d'investissement, on doit les définir à l'avance. Et par conséquent, leur réalisation, on peut la moduler par rapport à la conjoncture. C'est-à-dire, on en fait moins quand on est dans une période de boom économique général, et on en fait plus dans les périodes de baisse conjoncturelle, de façon à soutenir en même temps le cycle. Donc vous avez l'effet contracyclique peut être très important à partir des investissements de long terme, dans le dosage du moment où on les met en œuvre. Voilà, donc je vais m'arrêter là, parce qu'ensuite c'est des techniques de zone euro proprement dit. Si vous avez des questions, je le ferai. Mais le point important, c'est cette notion de contenu social. Je termine en fait sur ce slide-là. Le contenu social est crucial, car il faut que les citoyens voient que l'Europe leur apporte quelque chose par rapport à ce qui se fait dans leur pays séparément. Et à ce moment-là, la notion de conscience collective, il ne s'agit pas de faire un souverain de l'Europe, encore une fois, ce n'est pas du fédéralisme, mais c'est une conscience civique, si vous voulez, qui apparaîtra si jamais les gens comprennent à quoi ça sert, et qu'ils le voient comme un mieux-être dans leur évolution. C'est pour ça que je vous l'ai dit, et le GIEC a raison, la croissance soutenable du point de vue environnemental ne peut aller qu'avec un processus d'inclusion progressive qui a été très délabré pour les raisons du capitalisme financier dont je vous ai parlé. Une inclusivité qui progresse est absolument décisive. Voilà, et donc l'investissement en capital humain est essentiel. Il y a plein d'autres choses qui peuvent être dites, mais vous voyez quand même l'idée, l'idée d'ensemble que je voulais vous faire passer. Merci. Donc j'avais promis c'était lourd, et puis vous avez vu, comme c'est logique, c'est presque révolutionnaire à la fin. Vous allez faire plein d'amis en proposant plein de taxes en plus, nouvelles. Alors, s'il y a de la valeur ajoutée, ça servira à quelque chose. On va évidemment le mettre en discussion. Il y a peut-être deux plans, en tous les cas. Il y a un plan sur la cohérence d'ensemble, et qu'on a quelques collègues économistes à la maison, là. Ils vont pouvoir intervenir dessus. Évidemment, il y a la question de la faisabilité, ensuite, sur le plan, et même presque politique, parce qu'on est en train de négocier le cadre financier pluriannuel de l'Union 2021-2027, donc la question budgétaire elle est en train d'être tranchée cette année pour les 6 années à venir. Bon, rappelons que dans ce cadre, actuellement, il y a 10 milliards d'euros de moins du fait de la sortie de l'Angleterre, du Royaume-Uni. Donc pour l'instant, les États ne sont pas en train d'augmenter ce budget, sont en train de le rouler dans tous les sens, et quand on regarde ce sur quoi ils s'accordent pour une augmentation, ils ne font pas du Michel Aglietta, ils font complètement dans l'autre sens. C'est-à-dire que le seul point sur lequel ils sont à peu près d'accord, c'est qu'il faut augmenter Frontex. Ça,
c'est clair. Donc, ok, on va mettre des systèmes de surveillance plus lourds qui vont être plus coûteux. La négociation sur la recherche est au point mort, on ne sait pas trop bien s'ils vont réussir à augmenter ou non ces financements, et sur plein d'autres secteurs, et en particulier sur la question industrielle que vous mettez en première ligne d'une certaine manière, à travers la question environnementale, alors là on est au point zéro. Donc on a là un exemple assez typique du fait que la négociation entre les partenaires sur un avenir de moyen terme, on va jusqu'à 2027, elle se fait sous des conditions politiques et sous des contraintes budgétaires qui les conduit à faire des arbitrages complètement à l'envers de ce que vous proposez. Bien sûr. On fait ça une à une. Oui, comme vous voulez. Mais cette question de la faisabilité, de toute façon, va évidemment être un aspect. Il y a d'autres aspects sur lesquels on va revenir. Il y a une slide à la fin, c'est la question de l'Allemagne, de l'opposition de l'Allemagne à une série d'évolutions. Le budget européen, c'était pas trop favorable. Mise en place une solidarité, c'était pas trop favorable, etc. Alors, qui veut prendre la parole? Ne vous faites pas timide. Même si c'est Michel Aglietta, allez-y. Vous m'avez dit qu'il y avait... Il y avait un panel, allez, il n'y avait pas que vous, il y avait d'autres profs. C'est toi qui penses. Oui, bonsoir Patrice Guilletreau. Merci beaucoup déjà pour la présentation que j'ai trouvée très intéressante. On n'a pas si souvent l'occasion en fait, de rebrosser l'historique. Et ça met en perspective, je trouve, très très bien l'état actuel et les défis qui nous attendent. Alors moi j'avais d'abord une remarque peut-être, quand vous avez lié dans cet historique justement l'avènement du néolibéralisme avec le ralentissement de la productivité globale des facteurs. Donc là, effectivement, il y a probablement un lien, mais il semble sur les courbes en tout cas que vous avez présentées que ça démarre un petit peu plus tôt, et notamment au milieu des années 70 avec les premiers signes de la crise des matières premières, en particulier du pétrole sur lequel repose l'ensemble de l'économie. Donc il y avait ça, et puis d'autre part, ce que les économistes aussi soulignent souvent quand on parle de ce ralentissement, je pense au Gilbert Berset en particulier, mais c'est la tertiarisation, le fait qu'on est aussi beaucoup plus sur des économies de services aujourd'hui, dont il est très difficile de mesurer déjà la productivité et de poursuivre, de prolonger en fait cette croissance de la productivité. Savoir si vous étiez ou pas d'accord avec ce constat-là, mais globalement, je partage complètement votre diagnostic. Ensuite, j'aimerais bien que vous reveniez, si c'était possible, sur la notion de valeur ajoutée européenne. Pour voir un peu plus comment on pourrait la mettre en évidence. Est-ce que vous iriez jusqu'à avoir un double compte, par exemple, une espèce de tableau entrée-sortie qui pourrait se passer à l'échelle européenne, pour qu'on puisse mesurer cette plus-value, cette valeur ajoutée qui est liée à l'appartenance à l'Union européenne en particulier. Comment on peut la mettre en évidence, cette valeur ajoutée? Ça m'intéresse beaucoup. Et puis, alors, la dernière question peut-être que j'aurais, ça concerne l'idée de croissance que vous proposez aussi, c'est-à-dire qu'on reste quand même addict à la croissance, quelque part. Et pour l'instant, on n'a jamais vu une inflexion de courbe de Kuznets, par exemple, environnementale, se produire quand on a de la croissance. Mais on a toujours vu une ponction accrue sur les ressources naturelles en particulier. Donc comment la croissance que vous proposez sur ces investissements de long terme serait compatible avec le découplage qu'on attend entre consommation de matières premières en particulier et le bien-être, la croissance du bien-être? Bon, on va rester là pour l'instant. Bon, alors, bien sûr, ces problèmes sont toujours les mêmes. Je veux dire, c'est là qu'on voit, dès lors que l'économie n'est pas, contrairement à ce que racontent les nombreux économistes, n'est pas une science autonome. Toutes les sciences sociales sont intégrées les unes dans les autres. Donc, le lien entre le politique et l'économique est un lien qui n'est pas, encore une fois, un lien fonctionnel. Et dès lors que cette notion de rupture existe,
et qu'un changement qualitatif dans le politique peut entraîner une transformation de l'économie très profonde, comme ça s'est fait après la guerre, hein, par exemple, ou comme ça s'est fait si on prend plutôt le changement de source énergétique en Angleterre qui a permis la révolution industrielle par le passage au charbon. Vous avez, qui résulte d'une décision politique, hein, qui a été d'ailleurs catastrophique au départ pour la population, puis c'est tout le mouvement des enclosures, etc., qui l'a fait. Mais en tout cas, ce sont toujours des décisions politiques qui sont au point... 16e siècle, la même chose. Hein, je veux dire, l'arrivée de l'or du Potosi suppose de faire l'expédition, d'arriver à écraser l'Empire Inca. Enfin, vous voyez un peu ce que je veux dire par là. Le politique est décisif. Et donc, c'est clair que vous êtes dans ce que nous appelons, lorsque nous sommes dans une logique de Keynes, pas le keynésianisme, si vous voulez, de bazar, de ISLM, mais Keynes, l'incertitude radicale est absolument fondamentale dans les périodes de crise. Et l'incertitude radicale, par nature, ne nous permet pas de donner un discours scientifique sur comment va se faire l'évolution, puisque vous avez une rupture politique qui est indispensable. Alors, la question, c'est ça. À quel moment, en Europe, cette rupture politique se fera? J'en sais rien. Mais tout ce que je sais, c'est que les choses empirent très vite. Les choses empirent très vite parce que le problème mondial est aujourd'hui fondamental. C'est-à-dire que ce qui est en train de se passer aux États-Unis a déjà comme conséquence un plongeon de l'économie mondiale à partir de... ça a commencé en 2018, mais disons les données qu'ont les organisations internationales, et en même temps les anticipations des marchés, qui sont extraordinairement pessimistes, qu'à voir les plongeons boursiers, etc., sont qu'on risque d'aller, on va en tout cas vers un ralentissement de croissance très très fort dans les années, à partir de 2019, sans savoir où est le point bas, où y aura-t-il une crise financière nouvelle à l'intérieur, mais on va dans une situation où l'économie mondiale s'affaiblit fortement. Et où par conséquent les conditions qui ont permis de continuer à peu près à bouger en Europe, c'est-à-dire après, à partir de 2014, où vous avez eu cette remontée, qui a fait qu'on a en effet arrêté complètement, hein, alors qu'on avait commencé à faire des réformes significatives, hein, avec le début de l'union bancaire, avec l'avènement du rôle véritablement souverain de la Banque Centrale Européenne, complètement contre le traité de Maastricht. Donc ça veut dire que des périodes de crise permettent de faire des avancées que l'on ne peut pas, si vous voulez, penser scientifiquement comme étant des processus dont on va de l'alpha à l'oméga à partir d'une logique bien définie. Hein. Et ça, je pense, c'est ça qui va se passer. Mais d'abord, il n'est pas concevable que puisse durer longtemps, je suis obligé d'aller un peu sur l'économie mondiale, le rôle dominant du dollar, le rôle dominant d'une monnaie clé, c'est de permettre le libre-échange et de le rendre plus efficace. Un pays protectionniste, mais qui est volontairement protectionniste, qui se dégage de tous les accords internationaux, qui détruit systématiquement tout ce qui existait avant, ne peut pas avoir très longtemps une devise dominante. Ce qui veut dire qu'on va vers des tensions et des problèmes géopolitiques absolument gigantesques. Et c'est dans un contexte d'un ralentissement économique, on ne sait pas encore s'il y aura vraie récession ou pas au niveau mondial, mais en tout cas assez fort. Et comme le disait Yellen, aux États-Unis, un risque financier extrêmement important dans une bonne partie du crédit. Bon. Voilà, si vous voulez, la mayonnaise actuelle. Alors, à mon avis, ça prendra quelque chose où l'Europe devra décider si elle se sauve ou pas. Pour l'instant, on essaye encore de rester dans la situation où l'on est, en pensant que ce qu'on a déjà fait nous permettra de passer la difficulté nouvelle qui arrive. Et moi, je pense que ce n'est pas du tout certain. Et de toutes les manières, la transformation d'un régime de croissance aussi important suppose que la rupture se manifeste effectivement. Et c'est là que, oui ou non, l'Europe existe comme une entité qui aura un sens mondial, en devenant une entité indépendante,
par rapport aux deux autres grandes puissances, hein, ou bien elle ne le fait pas. Mais elle peut pas rester. Moi, je pense qu'elle ne peut pas rester très longtemps dans le cadre où elle est, avec l'accélération des problèmes qui est venue des États-Unis. Il ne faut pas confondre, hein, la situation actuelle et celle de 2014. On est dans un autre monde pour ce qui est de la géopolitique. Voilà, je peux répondre que comme ça, si vous voulez. Hein. Et comment on répond à l'incertitude radicale qui est devant nous, hein. Comment on répond à l'inconnu qui vient? Voilà la question. Et en tout cas, on n'y répondra pas en restant, si vous voulez, l'arme au pied. Ça, c'est certain. Comment ça va se faire? Je ne sais pas. Pour ce qui est de la question sur la valeur ajoutée européenne, je vous donne un exemple simple. Pareil, hein. L'Allemagne a décidé unilatéralement, et donc d'une manière tout à fait absurde, hein, en 1950, on était capable de faire une politique énergétique commune. Ça s'est appelé la CECA. Aujourd'hui, alors que l'énergie est un problème crucial et qu'on doit passer d'une forme d'énergie à une autre, radicalement différente, l'Allemagne fait cavalier seul, dit moi, je sors du nucléaire, je veux plus en effet de charbon, je veux plus d'industrie polluante, je décide de faire les renouvelables tout seul. Résultat, désastreux, évidemment. En faisant ça comme ça, ils consomment plus de charbon qu'ils n'en consommaient avant. Si au contraire on dit, tenter de faire du renouvelable sur les bords de la Baltique n'est peut-être pas le meilleur endroit pour le solaire. Et si au contraire je fais un investissement coopératif en faisant de l'investissement en Grèce qui a vraiment besoin de remonter, est-ce qu'il n'y a pas valeur ajoutée européenne sur le plan énergétique? Évidemment, il faut une smart grid, hein. Il faut absolument construire un processus de transport de l'énergie qui soit efficace dans l'Europe. Donc il faut une politique énergétique européenne. Voilà, une politique énergétique européenne est évidemment une valeur ajoutée européenne. Voilà. Et donc la question c'est qu'en mettant des experts, des financiers, des industriels dans le cadre d'un plan Juncker rénové, créer une coopération qui font plus que ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire, mais qui vont dans le même sens, c'est-à-dire définissent des investissements qui sont clairement une valeur ajoutée européenne et qui vont avoir un avantage. Je ne dis pas que c'est un avantage absolument égal pour chaque pays, mais un avantage où chaque pays aura quelque chose de positif. Voilà pour répondre à cette question. Alors, la croissance, il faut en effet une valorisation pour ça. Hein. Pour ça qu'il faut une valeur ajoutée du carbone. Alors nous, ce qu'on a essayé de faire avec quelqu'un qui fait partie du GIEC, hein, qui s'appelle Jean-Charles Ourcade, hein, je ne sais pas si vous connaissez tous, certains d'entre vous doivent connaître de nom au moins, qui est donc un économiste de l'environnement, qui a une expérience de décennies, hein, travaille au GIEC depuis 20 ans. C'est l'idée qu'il faut distinguer deux choses. Et en même temps, c'est une manière de résoudre une partie du problème des gilets jaunes. On parle du prix du carbone comme s'il y avait un seul prix. Alors, parlons pas de Tyrol et son prix unique carbone mondial. Enfin, c'est absurdité, il faut un prix Nobel pour dire une chose pareille. Plus personne ne veut ça, ne pense ça, si vous voulez. D'ailleurs, l'accord de Paris a dit on n'en veut évidemment pas. Aucun pays émergent ne veut jouer un prix du carbone mondial. En revanche, et donc, parce qu'à quoi il sert le prix du carbone? Il sert à décourager les pollueurs. Mais il ne dit pas qu'on peut investir. Et ce que je vous ai dit, c'était investir dans de nouvelles technologies. Bon. Alors, on voulait dire, c'est facile, je fais une taxe CO2 suffisamment élevée, et j'utilise le produit de la taxe CO2 pour financer les investissements bas carbone. Si vous faites ça, le gouvernement qui fait ça, il est mort, hein, je veux dire, en Europe. Parce qu'évidemment, vous allez accentuer encore les inégalités, c'est-à-dire vous ne faites pas du soutenable et inclusif. Donc on ne peut pas faire ça. Il est clair que le produit de la taxe carbone, je pense qu'il le faut, hein, il doit évidemment augmenter les salaires, réduire les impôts, les cotisations sociales, etc. Il doit être compensé en termes de revenus.
des gens les plus défavorisés. Donc ils ne financent pas. Pour financer, il faut ce type de système financier dont j'ai parlé. Bon, d'accord. Mais pour que ce système financier existe, réfléchissons un peu ce qu'est un investissement. Un investissement, surtout s'il est long et risqué, a besoin, vous savez, enfin je pense que vous faites de l'investissement, de l'analyse de microéconomique ici. Pas tous, mais... Enfin, disons que pour investir, il faut savoir où on va quand vous mettez de l'argent, que vous risquez de l'argent. Donc on essaye de mesurer le rendement prospectif compte tenu du risque. Le rendement prospectif, c'est ce qu'on appelle la somme actualisée des profits futurs qu'on espère tirer de l'investissement et qu'on met en contrepartie des coûts. Il dépend du taux d'actualisation. Le taux d'actualisation n'est pas un prix de marché comme ça, c'est une variable qu'on appelle notionnelle qui sert à faire ce calcul et qui sert à faire en sorte qu'on peut ajouter des flux de coûts et de revenus à des dates différentes et dire je peux les ajouter à ce moment-là et ça me fait à ce moment-là un profit que je mets en contrepartie du montant de l'investissement ce que j'appelle l'upfront cost, et j'en déduis le taux de profit anticipé et je dis est-ce que ça vaut le coup, etc. Eh bien, si vous avez un investissement très long, très risqué, ce qui vont être un peu ces problèmes, il faut les faire dès aujourd'hui, encore une fois, ces investissements climatiques, mais une partie d'entre eux peut être des investissements de petite taille, je veux dire, etc. Mais une partie d'entre eux est très considérable, en particulier dans le changement des formes d'énergie, dans la distribution d'électricité, dans le problème des transports, passer de transports polluants à des transports non polluants, et c'est très lourd comme investissement. Donc, le taux d'actualisation va vous dire c'est jamais rentable. Parce que si un investissement donne un rendement important dans 20 ou 30 ans, le taux d'investissement de marché dit on ne le fait pas. Parce que la valeur actualisée des profits qu'on aura plus tard, elle est quasi nulle une fois qu'on l'actualise. Si vous avez un taux de marché, et le taux de marché c'est un taux de long terme, vous avez un taux de long terme, disons, entre 3 et 5%, forget it, je veux dire, les investissements à 30 ans, impossible. Donc il faut quelque chose qui soit une autre variable notionnelle et qui serve à compenser l'effet négatif du taux d'actualisation sur le calcul de la rentabilité de mes investissements. Il faut que les flux de rendement futurs comptent pour quelque chose, même s'ils sont au bout de 20 ans. D'accord ? Eh bien, pour ça, il faut ce qu'on appelle une valeur sociale. Alors, donc, il y a un rapport, c'est un rapport Stiglitz-Stern d'ailleurs, qui l'a défini. Enfin, on avait beaucoup travaillé avant, il faut dire, avec Courcade. Mais bon, on fait partie de ce groupe d'ailleurs. Mais ils ont été présidés par Stern et Stiglitz pour qu'il y ait justement un renom. Pareil, de l'importance des renoms. C'est l'idée de valeur sociale disons, du carbone évité. Donc la valeur sociale des abattements de carbone. Donc c'est quelque chose qui est lié aux investissements futurs. Si vous ne faites pas d'abattement de carbone, c'est pas la peine de calculer ça. Et donc si ce prix-là est suffisamment élevé et il compte dans des investissements à 20 ou 30 ans, il compense l'effet du taux d'actualisation pour que, en effet, les rendements à venir, et c'est ça qui nous intéresse, servent à quelque chose, soient calculés dès aujourd'hui dans le rendement prospectif. Donc il faut dire aux investisseurs potentiels. Et donc c'est quelque chose de très différent du prix de marché du carbone. On vous donne une trajectoire de valeur sociale du carbone, on vous garantit que vous pouvez calculer vos profits futurs avec cette valeur-là, car l'État décide de la garantir. Et en Europe, il faudrait qu'il y en ait une seule, si on veut faire mieux. Et à ce moment-là, en effet, l'investissement peut éventuellement être rentable, même si c'est un investissement de lignes de transport ou de lignes électriques très très dures à mettre en place et qui ne donneront des rendements que si on le calcule de cette manière-là. Mais cette valeur sociale du carbone ajouté, c'est ça véritablement
qui est le sens du projet stratégique, hein, et traduit en termes tout à fait, si vous voulez, techniques, économiques. Hein. Voilà ce que je voulais dire sur cette question de la valorisation. Alors, deuxième série de questions. Bonjour, merci. Dans les solutions que vous avez évoquées, vous avez surtout impliqué sur le long terme uniquement, et comme vous venez de le préciser, les acteurs publics ou semi-publics. Mais pendant ce temps-là, qu'est-ce que vous faites des banques privées, du marché privé? On n'en a pas trop parlé, parce que finalement c'est quand même... ça veut dire qu'on laisserait les banques à court terme faire ce qu'elles font. Et vous agissez surtout sur des banques publiques de développement, des banques centrales et des investisseurs responsables à passif contractuel long terme. Donc, qu'est-ce que vous faites dans les 10-20 ans à venir des autres acteurs majoritaires des banques centrales, autres que les banques centrales? Ça, c'est pour indiquer quels sont les acteurs prépondérants dans le lancement de la stratégie industrielle, dont la base est forcément des investissements lourds, mais à retomber. Dans l'efficacité énergétique, il est clair que vous pouvez avoir, en ce qui concerne le réaménagement des bâtiments, des investissements d'une taille limitée, et qui peuvent être financés, bien entendu, à partir de crédits bancaires. Alors la question, la chose est la suivante, c'est qu'on a mis ça en avant, la Banque centrale devrait pouvoir jouer un rôle et sortir de sa neutralité. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on donnerait des certificats carbone aux ménages, mettons, qui veut faire ça. Ces certificats carbone, ils le rembourseraient dans le temps futur par la baisse par l'économie d'énergie qu'il fait, c'est-à-dire sa facture d'électricité, différentes factures qui sont liées à l'entretien de son logement, on lui rapporterait des choses et il payerait moins sur ça, et donc une partie de ça servirait à rembourser les certificats. Mais les certificats, on a besoin tout de suite. Et alors l'idée, c'est que la banque finance ça, mais que ces certificats carbone vont servir à... La banque se fait rembourser son prêt en transférant ce certificat carbone à la Banque centrale. Ce qui fait qu'ensuite, ce certificat va servir de collatéral au crédit qu'elle demande à la Banque centrale dans son activité ordinaire. Ça, c'est une première possibilité. La deuxième possibilité, c'est en effet d'émettre parce qu'il faut trouver en effet des supports de financement, bien sûr. Hein. Si ce n'est pas des crédits, pour certains types d'investissements lourds, il faut émettre des obligations. Donc c'est les fameuses obligations vertes, dont on parle beaucoup, mais il y en a très peu. Pourquoi il y en a très peu? Parce qu'elles ne sont pas dans des projets justement compréhensibles, hein, tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Bon. Mais il y a des obligations. Et ces obligations, à ce moment-là, en effet, elles peuvent être mises en pool et titrisées et renvoyées à des investisseurs institutionnels. Et donc une partie de l'action des investisseurs institutionnels dont je parlais tout à l'heure, hein, elle est liée justement à l'émission d'obligations carbone indispensables pour financer ce type d'investissement. Et donc vous avez une socialisation du risque. Ou bien la Banque centrale le prend en charge, et évidemment à ce moment-là c'est un organisme de caractère public qui le prend en charge, hein. Mais il y a quand même le remboursement au bout du compte si l'investissement est bon. D'où l'importance de l'évaluation, est-ce qu'il y a eu vraiment du carbone abattu. Ça c'est crucial. Et donc une nouvelle industrie devrait exister, une industrie des experts d'évaluation, hein, des bas carbone. Aujourd'hui, c'est ça un peu n'importe comment, je veux dire, hein, il n'y en a pas, quoi. Hein. Donc vous voyez ce que c'est construire un système productif différent du système qui existe, hein, et le construire pied à pied, enfin en mettant si vous voulez, des points de base, des choses sur lesquelles on s'applique, et on va vers des investissements plus diffus, et les investissements plus diffus, n'est pas, tous les investisseurs, tous les acteurs financiers peuvent rentrer dedans. Juste, je suis plus positif parce qu'il y a
il y a deux choses qui existent et qui se développent beaucoup. C'était lancé par l'ADEME pour la France et même l'Europe. Il y a une association bilan carbone. Et depuis pas mal d'années, il y a beaucoup d'entreprises, je crois qu'il y a même une obligation pour pas mal d'entreprises du CAC 40 de réaliser des bilans carbone. Ça a été poussé, c'est un peu... Je suis un de ces peut-être anciens évaluateurs dont vous parlez. J'ai travaillé à l'ADEME il y a 24 ans et ma thèse c'était sur les évaluations environnementales des filières déchets. Je travaille dans les déchets. Donc je suis un ancien évaluateur un peu solitaire depuis longtemps. Mais en effet, il y a quand même M. Jean Covici sous Chirac qui a lancé ça en travaillant pour l'ADEME. Et donc je suis assez un message un peu de positivité, comme on dit, qui travaille beaucoup là-dessus. Et donc les outils sont quasiment en place, existent avec beaucoup de cabinets. Il y a de cabinets même d'études, d'évaluateurs comme ça. Et je crois que c'est APC, l'association, ou ABC, l'association Bilan Carbone. Il y a M. Jean Covici qui est derrière avec l'ADEME. Et deuxième point sur ce que vous avez évoqué, ça ressemble aux éco-prêts qui existent avec d'ailleurs 51% EDF et 49% BNP. Et j'ai travaillé aussi dans le privé avec ces outils-là il y a 10 ans, donc ça peut se faire, quoi. Et ça marche très bien. Oui, absolument. Donc, on vendait une maison isolée sur les économies futures, et c'est l'État, indirectement EDF, qui prenait le risque entre-temps de l'investissement. Donc, vous voyez, ça revient aussi à votre première question. Ce qu'on dit n'est pas quelque chose qui vient de la Lune, quoi, etc. Il y a déjà eu beaucoup de travaux de fait là-dessus. Il y a des expériences, des expérimentations. La question, c'est la prise de la mayonnaise, quoi, pour arriver à vraiment une transformation du système productif. Alors, sur la question de la consommation, et ça en fait évidemment, et là, il y a besoin absolument d'une pédagogie très importante. Si vous réduisez la consommation de viande, vous réduisez la pollution de manière considérable. Donc, les transformations des modes de vie, il faut trouver le discours, le langage qui permet de les inciter de manière qui a une signification globale, quoi, pour l'ensemble de la société. Je pense que ça peut se faire parce qu'on est dans une période où la prise de conscience semble se faire chez les citoyens. Et on a depuis, par rapport à même 2015, ça veut dire, on voit, si vous voulez, qu'un truc peut faire boule de neige aujourd'hui, et si les citoyens s'engagent dans cette direction, les gouvernements seront obligés de bouger. Donc les citoyens, c'est nous tous. Hein. Donc commençons à faire. Oui, une question sur plus d'ordre politique, c'est la capacité des gouvernements de l'Union européenne à prendre ce risque. Il y a un risque vraiment politique de dire il y a urgence, la maison brûle, etc. Mais au-delà du discours, on prend des décisions avec des impacts financiers sur le quotidien. Ce qu'on peut constater, c'est qu'aujourd'hui, les collectivités publiques qui, me semble-t-il, prennent vraiment des risques et des sujets à bras-le-corps sont les collectivités locales. C'est-à-dire, ce sont les villes, les métropoles qui prennent des engagements du fait qu'il y a un retour, je dirais, au niveau des citoyens qui légitime la prise de risque qui est, au regard du budget, quand même relativement limité, mais donc, cette prise de risque est acceptée. Par rapport à votre argumentation, l'enjeu me semble le fait que sur les risques aujourd'hui sont sur des biens publics non marchands. Donc le fait de transformer la financiarisation à terme de gains de moins de carbone, implique des règles qui soient un consensus très fort au niveau international, alors que quand on est sur des biens marchands, le bricolage des règles d'échange se font beaucoup plus spontanément, et le risque du passage clandestin ou d'autres stratégies de ce type-là, c'est toute cette interrogation sur des biens publics non marchands, la capacité à les gérer collectivement au niveau de l'Union européenne. Et en particulier, alors là, vous avez
moi je pense exactement comme vous, c'est-à-dire pour faire vraiment que les citoyens doivent être proches du type de décision à prendre. Donc l'économie des territoires est tout absolument importante. Et on voit bien qu'à ce moment-là, on voit bien que ce que permet cette forme d'énergie, si on y réfléchit, avec un peu une vision historique. Le monde de l'après-guerre, enfin disons de la Première Guerre mondiale, enfin les États-Unis l'ont dominé après la Deuxième Guerre mondiale, c'est un monde dont la base énergétique est le pétrole. Un bien unique, universel, se transportant partout et permettant à des entreprises de dominer, le rôle des entreprises du pétrole dans les 2 décennies d'après-guerre a été absolument dominant dans l'économie mondiale. Passer à une source d'énergie décentralisée et qui implique en effet, elle est liée véritablement à cette notion dont j'ai parlé tout à l'heure, les limites planétaires, les problèmes géopolitiques, les problèmes, je vais dire, pas seulement du climat qui est un bien public global, mais des biens publics locaux sur la biodiversité, sur la détérioration par la chimie de l'agriculture, etc. C'est ça qu'il faut penser. Et là, ça fait partie de la même... Ça fait partie de la politique climatique en général. Et donc, les acteurs publics déterminants sont locaux ou régionaux. Ce qui veut dire qu'on peut penser que le type de changement du régime de croissance dont je parle, là pour vous, mais beaucoup de parlent, peut passer à une démocratie plus fondamentale, une démocratie qui n'est pas seulement représentative au niveau national, mais participative et au niveau où la participation peut jouer un rôle. C'est-à-dire que ce que vous dites, disons, vous avez des régions dans lesquelles il y a eu de la pollution de rivières importante, dans lesquelles il y a eu une agriculture intensive qui a détruit le sol, et on ne peut plus cultiver. Il y a une rénovation à faire. Il fait partie du même régime de croissance que l'on recherche. Eh bien, ça doit se faire à partir de prise de décision collective du niveau territorial dans lequel le problème se pose. Donc la démocratie participative, qui est à mon avis le changement qualitatif de la démocratie à venir, est impliquée par cette transformation du régime de croissance. C'est-à-dire qu'il faut du politique pour aller vers ce mouvement, mais quand ce mouvement se met en œuvre, il va modifier profondément le politique. Et ça, c'est tout à fait fondamental, je veux dire. Parce qu'à ce moment-là, vous avez une forme de démocratie beaucoup plus active, avec une implication des citoyens beaucoup plus importante, parce qu'on peut en effet faire des débats au niveau de territoire pour dire combien est-on prêt à payer. C'est ça à ce moment-là le prix, si vous voulez, en question. Combien est-on prêt à payer pour faire telle et telle action qui permette d'avoir une autre agriculture dans ce territoire ou de trouver des formes d'industrie qui sont des formes d'industrie locale suffisamment fondées sur des énergies, si vous voulez, suffisamment proches du terrain, etc. Vous pouvez éventuellement penser à repenser véritablement l'autonomie des territoires. Et ce que vous dites là est tout à fait fondamental. Et il faudrait pas mal d'expérience là-dessus. Oui, bonjour. Je vous remercie pour votre intervention. Juste une question en termes de démocratie et de vision de long terme. Pour ces investissements de long terme, il faut une vision, il faut vraiment un cheminement sur 20, 30, 40, 50 ans, par exemple, pour poser un peu du carbone sur les 50 prochaines années, avec une trajectoire d'augmentation relativement prévisible. Comment un gouvernement peut-il assurer, ou des gouvernements successifs surtout, peuvent-ils assurer cette trajectoire? Donc vous avez parlé de la Chine, c'est pas tout à fait une démocratie, le gouvernement chinois peut s'assurer d'une trajectoire de long terme. Mais si on regarde par exemple ce qui s'est passé au Brésil, la dernière élection a fait qu'on a changé tout d'un coup des orientations qui étaient prévues depuis longue date sur la non-exploitation de la forêt amazonienne ont changé du tout au tout. S'il n'y a pas de visibilité politique
de très long terme, quels investisseurs vont prendre le risque de choisir des investissements bas carbone s'ils ne peuvent pas être valorisés sur les 20, 30, 40, 50 prochaines années? Non, mais on est toujours sur le même problème qui concerne toujours le long terme, hein, je veux dire. Il n'y a pas de long terme sans qu'il y ait une stratégie politique qui donne une orientation. Hein, ça a été comme ça dans toute l'histoire. Hein, ça ne passe pas d'aujourd'hui. Hein. Pensez qu'au Moyen-Âge, on avait une conception du temps telle qu'on construisait des cathédrales sur 80 ans, 100 ans. Et on les construisait sur 100 ans. Et on les faisait. Et il y avait une masse de finances qui arrivait dessus. Hein. C'est vraiment la conception du temps qui est en cause. Ce qui, encore une fois, mine l'Occident, c'est ce qu'on appelle la tragédie de l'horizon. C'est-à-dire, on a l'habitude d'avoir un mode de calcul économique qui nous force au court terme. Et donc, on est... et en effet, c'est sortir, c'est ce qu'a dit McCartney, il faut absolument sortir de la tragédie de l'horizon. C'est lui qui a dit, employer le premier ce terme. Est tout à fait pertinent, l'espèce. Hein. C'est bien une tragédie. Et s'il y a tragédie, ça veut dire qu'il y a une catastrophe qui suivra. Il faut qu'à un moment donné, il faut que progressivement, mais surtout que les citoyens sont très importants là-dedans, et que la forme de démocratie doit être beaucoup plus active que de voter tous les 5 ans, hein, je veux dire. Et une prise de conscience de ce sens du temps, et qu'il y a besoin d'agir immédiatement et fort pour justement éviter la tragédie du futur. Il n'y a rien à faire, on est bien dans cette contradiction. Et on ne peut sortir de cette contradiction que par une mutation de la prise de conscience vis-à-vis, en effet, de est-ce que nos petits-enfants, on veut qu'ils aient encore une vie digne, hein? C'est quand même ça, la pointe de départ. Chacun devrait avoir ça en tête, quand même, hein? Tout le monde a des petits-enfants. Il y a des gens, il y a certainement déjà des gens qui sont ici qui auront des petits-enfants qui vivront en 2080. Ben, est-ce qu'ils vivront? C'est quand même ça le problème fondamental qui est posé dans ça. Et donc, moi, je pense qu'en effet, il y a des moments où l'éthique doit dominer le politique et lui guider vraiment sa voie. Et c'est ça que je dis là depuis le début. Hein. C'est la conversion qui est peut-être compliquée par rapport à l'objection que vous soulignez. Il n'y a pas que la finance qui peut raisonner à court terme, le politique aussi. Il est élu pour 5 ans, il n'a pas nécessairement envie ou intérêt de raisonner à 40 ans. D'où l'importance. Oui, mais c'est pas intérêt. Oui. Il n'y a pas intérêt parce qu'il ne pense pas à l'intergénérationnel. C'est ça que ça veut dire. Et alors, pas penser à l'intergénérationnel, ça veut dire une société qui meurt. Hein. C'est ça que ça veut dire fondamentalement. L'intergénérationnel est la continuité de la société quand même, bon sang. Et sur des siècles. Merci pour ce message. Et j'ai encore un petit message assez positif. Et bon, on va chercher des parrains, mais fin septembre, il va y avoir un rassemblement, la semaine européenne des véloroutes voies vertes à Angers, et Nantes d'ailleurs. Il y aura un congrès des villes cyclables. Et par rapport à tout le discours que vous avez, juste après à Vienne, il y a une déclaration pan-européenne. C'était un comité qui s'est mis en place en 2014 pour faire un réseau européen de vélo-voies. En fait, c'est des axes cyclables et qui servent aussi pour l'économie du quotidien, ou bientôt, on va le voir même à Nantes, la logistique urbaine. On a créé la semaine dernière les boîtes à vélo, c'est-à-dire les entreprises qui proposent des services à vélo, surtout dans les centres-villes. Et ce projet-là, vous parliez d'une vision à long terme. Bon, elle est faite sans capitaux, c'est vrai, elle est plutôt partie des milieux associatifs, et en travaillant sur des communs, mais elle a été lancée il y a 30 ans. Il y a 30 ans pile, par une association notamment qui s'appelait Planète Vélo. Et donc, il y a un message positif là-dessus. Ce sera dans la région, mais bon, la région n'a pas tous les lauriers, mais celui-là, on est bien en avance aussi. Et je pense que c'est un message aussi positif. On cherche des parrains, comme on était bénévole. Si vous voulez être parrain ou si vous voulez venir, on organisera aussi des balades à vélo, mais il y aura aussi des conférences assez techniques fin septembre à Angers. On va vous garder pour les côtés positifs. Oui, c'est la multiplication des expériences. Bonsoir, Morgane Delorme, doctorante en ressources politiques à l'Université de Nantes. Je rejoins tout à fait la question précédente qui portait sur la dimension tournante et évolutive du politique, qui n'a jamais un horizon véritablement fiable, une trajectoire certaine et sur laquelle qui peut garantir
sur laquelle on peut compter, notamment pour les investisseurs. Les investisseurs, on le sait, ne comptent pas sur les promesses politiques. Un des indices qu'on peut en avoir, c'est que la Banque Centrale Européenne, vous en parliez, est mandatée et dotée d'une neutralité qui assure et qui rassure les investisseurs de façon à ce que la politique monétaire ne suive jamais, ne soit pas soumise aux évolutions changeantes, aux vents tournants du politique et des moments politiques. Renégocier aujourd'hui cette garantie, cette seule garantie que promettait la Banque Centrale Européenne, est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre façon de solidifier un horizon plus vert qui passerait peut-être par exemple par des constitutions, une modification constitutionnelle par exemple, mais modifier le mandat monétaire européen, est-ce que c'est véritablement une bonne idée? Alors est-ce que c'est une de nos seules garanties pour rassurer les investisseurs et les marchés financiers de notre horizon politique? Bon, moi je veux bien parler de la monnaie. Alors là, parler de la monnaie, il n'y a pas de problème. Hein, non, c'est très intéressant, c'est de regarder ce qui s'est passé en 2012 par la BCE. C'est-à-dire que la neutralité, elle est liée à une hypothèse d'efficience de la finance. Si vous avez si l'hypothèse d'efficience de la finance est fausse, la notion de neutralité monétaire ne tient pas la route. Et donc, c'est-à-dire que la Banque centrale doit... Ou alors, il faut introduire dans la neutralité autre chose. Hein. Il faut introduire la responsabilité de la stabilité financière, qui n'a pas du tout la même logique que celle de maintenir la valeur de l'unité de compte stable. Alors maintenant, on a compris. On aurait dû le comprendre en 1929-31. Bah, on l'a compris d'ailleurs pendant un certain nombre d'années. Hein, il y a une réglementation de la finance extrêmement forte qui a été mise en place. Donc ce qui est très intéressant, c'est sa destruction par le lobby financier au cours de... Ça a pris plus de décennies, puis finalement en 98, ils avaient un pouvoir tel, hein, c'est le pouvoir du lobby à ce moment-là. Je ne sais pas si vous connaissez... Tiens, par rapport à nos questions climatiques, je vous signale un livre très intéressant, qui est un livre de science-fiction climatique, si j'ose dire, mais de plus en plus, c'est plus de la science-fiction, qui s'appelle « L'effondrement de la civilisation occidentale » et qui est exactement sur ce que vous dites. Hein. Donc c'est des historiens des sciences américains très forts, hein, je veux dire, qui ont travaillé un peu sur le problème du tabac et comment les compagnies du tabac, si vous voulez, payaient très cher des scientifiques pour dire « non, le tabac ne pose aucun problème hein. ». Là, c'est la même chose. Hein. On ne peut pas dire on ne peut rien faire, etc. Et puis finalement, pourquoi pas, on va rester comme ça. Si on n'a pas une vision que le problème du changement climatique et de l'environnement en général n'est pas un problème. C'est ce que disait Nordhaus. Il a eu un prix Nobel d'ailleurs pour ça. Hein, pour dire les dommages climatiques, c'est rien du tout. Hein. Non, alors vous voyez, vous avez ça, vous avez le GIEC de l'autre côté. Donc aujourd'hui, on est dans une période véritablement en cruciale, où une bifurcation est possible. Soit on s'engage dans la voie, elle montre très bien hein, dans ce bouquin, donc les auteurs s'appellent Noémie Oreskes, hein, c'est pour ceux qui voudraient l'acheter, c'est un petit livre. Hein, il a donc cette traduction française. Noémie Oreskes, O-E-R-E-S-K-E-S, et Eric Conway, deux historiens des sciences. Ils avaient fait une analyse, ils avaient fait un énorme livre sur comment le problème du tabac a continué, etc. Les cancers sont développés, toujours avec l'idée le tabac ne faut pas aucun problème. Ils l'appliquent au changement climatique, parce qu'ils disent on voit la même chose. Les lobbies sont puissants, ils tiennent en fait le dessus sur les politiques, en tout cas aux États-Unis, il va se passer ça, quoi. Hein. Il va se passer qu'on va avoir une accélération vers 4 degrés autour de 2050, et quand vous êtes à 4 degrés, vous avez une bifurcation. Et à ce moment-là, les queues de distribution épaisses du côté des dommages deviennent très importantes. Ça maintenant, c'est assez théorisé.
Et donc vous pouvez très bien passer de 4 à 5, 6, etc. Et donc vous tombez sur l'impossibilité de revenir en arrière. C'est ça qui est important. Vous voyez? Alors, par rapport à la Banque centrale, comment elle va agir dans ce cas-là? Ce qu'elle a fait, la Banque centrale européenne, c'est de s'asseoir sur le traité de Maastricht et de dire « Je suis le prêteur en dernier ressort, je sauve l'Europe ». Ah oui. Il suffit d'introduire que la responsabilité de la stabilité financière est celle de la Banque centrale. Et puisque le risque climatique se transfère en risque financier, et donc c'est tout le travail qui est fait aujourd'hui qui devrait être accéléré, etc. On est en train de... Le G20 a quand même fait quelque chose là-dessus. Il a dit il nous faut absolument comprendre le transfert du risque climatique en risque financier de façon à pouvoir mener les bonnes régulations, etc. À ce moment-là, la Banque centrale, elle a si vous voulez, toutes les justifications. Vous avez un risque qui est un risque collectif, mais elle ne peut pas faire prêteur en dernier ressort sur le risque climatique. Hein. C'est-à-dire qu'on ne peut le résoudre qu'a priori, en évitant que la catastrophe se produise. Si elle se produit, on ne peut pas l'arrêter, alors que le prêteur en dernier ressort peut étouffer une crise financière pure. Mais si elle vient, si c'est la crise climatique qui est là, il ne peut pas le faire. Donc la nécessité pour lui, de faire ce que je dis. S'il y a des obligations vertes, s'il y a des crédits verts, les prendre en collatéral, tout à fait logique, normal. S'il y a des obligations vertes, réguler son prix, de façon à ce que son prix soit proche de la fameuse valeur du carbone évité dont j'ai parlé. Et n'oublions pas quand même que ce qu'il faut faire, n'oublions, le GIEC le dit sans arrêt, il faut qu'en 2050, on soit en neutralité carbone. C'est-à-dire qu'on n'en émette pas plus que l'on est capable de l'absorber par les puits carbone. Voilà. C'est ça, et c'est pas plus. C'est ça véritablement ce qu'est la croissance soutenable. Alors peut-être une ultime question. Et après, ça fait près de 2 heures qu'on y est, donc... Ben oui, à Davos, on en parlait aujourd'hui, oui, bien sûr. Donc il peut y avoir quand même, vous savez, vous êtes très pessimiste dans ce que vous dites, il y a aujourd'hui des mouvements assez profonds qu'il faut regarder, y compris dans l'ordre politique. C'est moins une question pessimiste, on voit bien que ça bouge dans la société. La question qui, moi, m'interpelle depuis le départ, c'est la capacité de faire bouger les raisonnements des États à l'échelle européenne. Oui, ben... Autant dans la société ça bouge, autant dans les collectivités ça bouge, autant. Mais les États il y a tous les trucs qui... pas... Non, mais je vous ai dit, c'est ça, à Constitution a changé en plus que ce que je dis au départ. Il faut transformer le plan Juncker. Le plan Juncker existe. Le transformer, lui donner une stratégie, ben, c'est quand même pas, si vous voulez, extraordinaire en soi, puisque faire le plan Juncker était déjà quelque chose que les États ne voulaient pas. Puis finalement, ils ont été obligés de l'accepter, parce qu'on manque d'investissement en Europe de manière criante. Et bien, transformer le plan Juncker pour lui donner une orientation paraît la chose la plus logique à faire. Je ne dis pas plus. Merci beaucoup alors. Merci beaucoup, M. Aguilleta. C'était un vrai plaisir.